Eh ben, bonjour à tous. Du coup, bienvenue pour ce webinaire. C'est une première fois ce qui me concerne. Comme vous le savez, ou peut-être pas un certain nombre d'entre vous, ce webinaire, du fait du Covid, se tient à distance. Il était prévu que cette conférence se tienne dans le cadre du Salon La Terre et notre métier qui devait se tenir à Arrêtier, comme la fois précédente. Mais voilà, Covid oblige, on s'adapte. C'est une bonne chose en même temps. Tiens, il passe les trucs tout seul. Faut que je fasse attention. La séance d'aujourd'hui, en tout cas le webinaire d'aujourd'hui, est consacré à la question des contaminations en bio. Je rappelle simplement que du coup, le Salon La Terre et notre métier est organisé pas seulement du coup par le réseau bio, il est organisé par le réseau bio, mais avec des partenaires institutionnels, financiers et techniques que vous pouvez donc découvrir sur la slide actuellement diffusée. Je rappelle également que du coup, ce webinaire s'inscrit dans donc le cadre d'un cycle qui est plus large et que vous pouvez donc consulter. Donc, vous pouvez consulter le contenu sur le site salonbio.fr. Je vous invite à prendre connaissance des autres conférences. Et je vous remercie à nouveau d'être en tout cas présent pour celle-là. Est-ce que tout le monde m'entend bien? David, Sabine, je vous invite éventuellement à me dire c'est bon au niveau de la… Impeccable. Impeccable? Bon, Impeccable. très bien. Alors, simplement, question d'organisation. Je vais juste préciser, on va se réserver pendant cette heure et demie de webinaire des petites plages de questions, des moments où il sera possible donc d'interagir avec, avec les intervenants. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. L'outil qu'on va préférer, c'est poser vos questions sur le chat. Parce que là, je vois qu'il y a certains qui lèvent la main. Et c'est pas forcément très clair du coup de savoir si c'est une manipulation, une erreur ou quoi. Sur le chat, au moins, vous pouvez écrire quel est votre besoin, s'il y a un problème par exemple de connexion ou quoi. Et surtout, poser vos questions de contenu. On va les reprendre à certains moments. Vous inquiétez pas, on ne reprendra pas tout à la fin avec une montagne de questions qui pourraient paraître hors sujet à la fin du webinaire. Ceci étant dit, du coup, je vous remercie et on commence. Donc, le titre du webinaire, c'est Contamination en bio, comment se protéger. C'est assez explicite. Dans un premier temps, je vais vous proposer de faire un petit état des lieux des contaminations en bio sous forme d'introduction. Puis par la suite, on va avoir les témoignages donc, de Sabine Bonneau et de David. Que je vais d'ailleurs inviter à se présenter juste après l'exposé donc du programme. Et ensuite, on va aboutir sur les perspectives, c'est-à-dire que aussi bien l'introduction que les témoignages mettront au jour le fait que cette question des contaminations, c'est une question qui pose problème en fait, qui soulève des enjeux et que en tant que réseau, il est nécessaire, disons, de se pencher sur les solutions à trouver, sur des choses à faire, tout simplement. Et donc, j'expliciterai un petit peu les actions qui sont entreprises en ce moment et qui sont en vue pour les années à venir. Peut-être David et Sabine, je vous invite à vous présenter avant que je commence. Bonjour à vous, David Permorte. Donc, je suis agriculteur dans la Drôme, associé dans un GAEC familial. Voilà, paysan depuis déjà bientôt une trentaine d'années. Bonjour à tous, Sabine Bonneau. Donc moi, je suis productrice dans le Gers, sur une ferme qui est maintenant devenue arboricole et qui est au démarrage céréalière. La conversion est faite depuis 13 ans maintenant. Merci Sabine. Du coup, j'enchaîne tout de suite sur l'introduction. Donc, un petit état des lieux. L'idée, c'est que tout le monde parte à peu près du même niveau de connaissance. Qu'est-ce que c'est qu'une contamination et c'est quoi la réalité sur le terrain de ces contaminations en bio? Donc, d'abord, une contamination, c'est un fait réglementaire. Donc, que dit la réglementation bio sur la question des contaminations? La réglementation bio, il faut le rappeler, c'est une obligation de moyens.
Donc, ça veut dire concrètement qu'il n'y a pas de seuil de déclassement en bio. En bio, on exige que les producteurs mettent en œuvre des moyens qui sont listés et qui sont écrits dans le règlement bio, des moyens de production, donc notamment se passer de l'utilisation de pesticides de synthèse, également se protéger, essayer de se protéger des contaminations voisines, mais il n'y a pas donc de qualité du produit final qui permettrait de définir à la fin si le produit est bio ou pas. C'est le processus qui a permis sa production qui permet de définir s'il est bio. Donc, pas de qualité proprement bio ou non bio, du coup, pas de seuil de déclassement. Autrement dit, on n'a pas un seuil à partir duquel un produit est considéré comme ne pouvant pas être labellisé bio. Théoriquement, donc, un produit bio ne peut être déclassé, parce que ça arrive, que si la contamination elle est intentionnelle, donc il s'agirait à ce moment-là d'une fraude de la part de l'opérateur, du producteur ou de la productrice bio, ou évitable. Donc, ça veut dire un manque de moyens de protection mis en œuvre pour éviter cette contamination. Là, on entre un petit peu dans une zone grise, on va le comprendre hein, pendant le webinaire. Donc, je dis bien théoriquement, il y a la réalité. Dans la réalité, les organismes certificateurs déclassent quasi systématiquement quand la contamination dépasse des valeurs trop élevées, ne serait-ce que pour préserver la crédibilité de la filière. On voit que du coup, entre le principe qui est exprimé plus haut et là où on en arrive au troisième point, il y a quand même, disons, des nuances et qu'on est sur un objet réglementaire, les contaminations, qui est assez mouvant, qui est assez difficile et nuancé, difficile à comprendre et nuancé. Et donc, il faudra prendre au cas par cas, d'où l'intérêt d'avoir des témoignages. Un petit panorama du coup des contaminations en bio. Les retours de campagne d'analyse ils montrent que les produits bio sont quand même beaucoup moins contaminés que les produits conventionnels. Donc, ça, c'est les résultats de l'étude EFSA. Donc, c'est une étude qui est réalisée au niveau européen, qui rassemble les résultats d'analyse de produits bio et conventionnels mélangés, mais qui distingue les uns et les autres pour les résultats. On voit donc dans l'histogramme de gauche qui liste en fait la part des échantillons analysés qui ne révèlent aucun résidu quantifiable. Pour l'histogramme donc gris qui représente les analyses bio, plus de 80% des résultats des produits bio ne contiennent pas de résidus. Donc, ça dit quand même ça dit bien que du coup, les produits bio sont pour leur part et que l'obligation de moyens mis en place dans le règlement bio permet tout de même d'avoir un résultat assez probant en termes de résidus de pesticides. On voit d'ailleurs qu'il y a une forte différence par rapport au conventionnel à ce niveau-là, puisque c'est 50% des produits qui sont sans résidus quantifiables en conventionnel. Ensuite, on a donc des résidus en dessous des limites maximales de résidus. Je précise que la limite maximale de résidus, la LMR, c'est la limite qui est définie pour chaque produit, à partir de laquelle on considère que le produit ne doit pas être commercialisé. Et donc, c'est une limite qui s'applique à tous les produits agricoles et qui définit donc le seuil à partir duquel on considère qu'il y a un problème sanitaire lié aux résidus de pesticides. Donc, on considère que ça ne peut plus être commercialisé en tant que produit alimentaire. Et donc, on a des contaminations en bio et en conventionnel qui sont identifiées, mais qui sont en dessous de la limite maximale de résidus. On voit, donc ça, c'est l'histogramme numéro 2, hein, c'est le résidu quantifié inférieur ou au niveau de la LMR. Et donc, c'est 45% pour les produits conventionnels et 14% pour les produits bio. Donc là, on a effectivement des produits bio à hauteur de 14% qui sont contaminés, donc dont on trouve un pesticide, mais qui restent en dessous de la limite, disons, réglementaire, posant des enjeux sanitaires. Et ensuite, on a à droite donc, les résidus supérieurs à des LMR, où là, on a 1% en bio, pas relativement faible, enfin même très faible, et des résidus supérieurs à la LMR pour les produits conventionnels à hauteur de plutôt 5%, 4 ou 5%. Donc, peut-être que là où il faut regarder, en ce qui nous concerne, c'est effectivement ce point, cet histogramme, cette barre de 14%. On va dire que c'est peu, mais on ne va tout de même pas dire que c'est rien. C'est-à-dire que c'est tout de même un enjeu sur lequel il faut se pencher sérieusement, puisque, je veux dire, en soi, je pense qu'il y a des enjeux vis-à-vis du consommateur, je pense qu'il y a des enjeux vis-à-vis des producteurs qui n'ont pas forcément envie de se retrouver contaminés, même à des niveaux en dessous de la limite réglementaire.
Alors aussi, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'est-ce qui se passe quand un producteur est déclassé. Donc déjà, un petit panorama national, selon les chiffres que l'on a pu récupérer auprès de l'INAO dans le cadre des réunions tripartites qui sont réalisées chaque année avec l'INAO, qui font le point sur les questions de contamination. On a eu en 2018 104 déclassements pour cause de contamination. Ce chiffre étant relativement stable par rapport à l'année 2019. 104, ça peut paraître beaucoup, il faut le mettre en perspective avec le nombre d'opérateurs certifiés cette année-là. De mémoire, à peu près 38 000 producteurs bio certifiés. Donc, on n'est quand même pas non plus sur une quantité, sur une part de producteurs qui se seraient vus déclassés extrêmement grande, si tant est qu'on considère que ces 104 sont répartis par producteur. En tout cas, voilà, on est sur un niveau de déclassement, un nombre de déclassements au niveau national qui est tout de même relativement faible. Le coût d'un déclassement ensuite pour un producteur bio, ça c'est une information qu'on a tirée d'une consultation que la FNAB a réalisée en 2018, qui a initié d'ailleurs le travail que nous réalisons actuellement sur les questions de contamination, et qui visait à savoir quel était l'effet d'un déclassement sur une production et sur une ferme bio. Sur 60 réponses, on avait obtenu une moyenne de pertes déclarées par le producteur bio d'environ 7 280 €, enfin, environ, pile de 7 280 €, avec, disons, une attention particulière à porter au fait qu'il y a de très fortes variations entre productions à ce niveau-là, puisqu'en arboriculture, on va d'ailleurs en parler, avec l'exemple de Sabine, les niveaux de perte déclarés en moyenne sont de 26 400 €, donc bien au-dessus de la moyenne. Donc on a un fort écart type en fait au sein de qui serait caché par cette moyenne, puisque pour les grandes cultures, on se retrouve avec un peu plus de 3 000 € de perte en moyenne. Donc il faut bien avoir en tête qu'il y a des enjeux de filière très différents sur ces questions de contamination. Aussi, ce qu'on a pu observer quand on a fait cette consultation dont je vous ai parlé, c'est que dans 77% des cas interrogés, le producteur contaminé déclare qu'il connaît l'origine de la contamination et qu'il s'agit la plupart du temps du voisinage. Mais il ne s'agit pas toujours du voisinage, parfois c'est l'utilisation d'un matériel en commun, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que seulement 26% des producteurs interrogés ont obtenu une indemnisation. Donc, ce sera aussi un des points qui pourra être discuté et mis en perspective. Normalement, l'outil qui pourrait permettre d'indemniser un producteur, intuitivement, ce serait la responsabilité civile de son voisin. Or, alors qu'on sait à peu près établir l'origine de la contamination dans la plupart des cas, dans très peu de cas, on obtient une indemnisation. Donc, on voit qu'il y a un point et un point de vigilance et un point d'interrogation surtout sur cette question de l'indemnisation. Je vous propose qu'on passe au retour d'expérience du coup, et comme convenu, je passe la parole donc à David, qui va nous faire part de son expérience. David, à toi la parole. Bonjour à vous, donc David Permorte, installé dans le cadre d'un GAEC familial, donc le GAEC Ferme du Roubion dans la Drôme. Moi, je me suis installé en 1991, déjà en agriculture conventionnelle, et puis en 98, donc après 7 ans en conventionnel, donc j'ai réussi à progresser et on est passé en bio. Donc ça fait largement une vingtaine d'années aujourd'hui. On peut dire en 2 mots sur l'exploitation, on fait donc du maraîchage, des céréales, du fourrage, des semences également. On a un petit troupeau ovin. On est en Drôme sur une ferme assez typique, assez centrée autour de l'exploitation, mais malgré tout avec un voisinage donc assez important, puisqu'on a des parcelles, nous, on a une SAU de 60 hectares et on a des parcelles d'une taille moyenne de 3 à 4 hectares. Donc on a une douzaine d'îlots à la PAC pour donner un peu une image. Dès que nous sommes passés en bio, et même auparavant finalement, on s'est mis à planter des haies. Déjà, c'est vrai qu'on avait subi plusieurs remembrements et on avait vraiment une perte de biodiversité importante. Et puis aussi pour se prémunir donc, de nos voisins, parce que même si on a un bon relationnel, je dirais de façon générale, malgré tout, bon, forcément, nous, on est dans une zone où il y a beaucoup de Mistral, par exemple, du vent, donc du nord. Et c'est clair
et même sans Mistral, que quand on a des parcelles qui se touchent, bon, ben, le risque de contamination serait trop important. Donc, depuis bientôt 30 ans, on plante chaque année encore des haies. Et voilà. Ce qui fait que des zones tampons, une haie, ça veut dire on se met à 3 mètres de la limite du voisin. Et donc, la culture commence à peu près à 4-5 mètres de la bordure du champ. Nous, on n'avait pas connu de contamination jusqu'en 2017, pardon, ce qui est récent. Et là, la même année, nous avons eu 2 contaminations, c'est ce que je vais évoquer aujourd'hui. La première, qui était un cas relativement simple, qui semble un peu ubuesque, mais un jour, j'ai un appel d'un voisin, Jacques, donc, qui m'appelle, il me dit « David, je suis désolé, ce matin, en mettant mon engrais sur mes céréales, je me suis trompé de parcelle, donc c'était au mois de mars, et j'ai mis mon engrais azoté, donc je crois que c'était de l'urée, enfin de l'ammonitrate, sur ton champ, mais je me suis arrêté, voilà, j'ai fait 2 allers-retours, quoi. Bon, lui, il rigolait plutôt, ça lui semblait anecdotique, voilà, et il me dit, bon, ben ouais, ben désolé, bon, ben cette année, tu auras peut-être un peu plus de rendement sur un morceau de ton champ, enfin, voilà, c'était vraiment assez léger. Bon, voilà, moi j'ai dit, bon, je vais me renseigner auprès de mon organisme certificateur, on va voir qu'est-ce qui se passe. C'est vrai que je n'avais pas d'expérience par rapport à ça. Et fatalement, donc, ce n'est pas aussi simple que ce que mon voisin voulait bien croire. Donc, l'organisme certificateur, bien entendu, m'a dit qu'on allait aller sur un déclassement. Bon, moi, j'ai prévenu mon voisin qu'il prévienne son assurance. J'ai également prévenu mon assurance. On a eu une rencontre donc accompagnée des experts d'assurance sur le terrain, dans la mesure où le voisin reconnaissait le problème, enfin, disons, la contamination, parce que fatalement, il y a eu une dizaine de jours et à l'œil nu, on ne voyait plus de contamination, enfin, visible à l'œil nu. Bon, bien évidemment, l'engrais était là et s'était dissous par rapport à la météo dans les parcelles. Donc là, ça s'est soldé de façon très simple et voilà, on peut considérer que enfin, les experts d'assurance ont été tout à fait corrects, ont accepté de prendre notre rotation en considération par rapport à nos cahiers d'enregistrement. Là, c'était sur une céréale, mais c'est vrai que l'année suivante, c'était des légumes qui étaient prévus sur une partie. Donc, quelque part, financièrement, même si la parcelle contaminée, enfin le morceau qui a été déclassé et où nous sommes repartis en C1, hein, donc, n'était pas très important, le préjudice financier sur les 3 ans était dans les 7 000 € environ. Voilà. On a considéré que c'était, voilà, bon, c'est pas joyeux, mais bon, c'était correct. Ce qui est à noter quand même, ce qui a finalement le plus choqué, si je peux dire, mon voisin Jacques, c'était de voir on devait repartir en conversion et que pendant 3 ans, donc, voilà, on quittait le bio sur cette parcelle, ce qui est assez astreignant par rapport à l'interdiction de faire des doublons pour nous, pour la rotation, enfin, etc., etc. Mais c'est surtout ça, c'était le préjudice financier, finalement, ça le faisait plutôt sourire. 2 mois plus tard, par temps de grand vent, j'aperçois un voisin sur une parcelle un peu plus éloignée, mais qui est à 1 kilomètre de la ferme, qui faisait un traitement. Et évidemment, notre champ était sous le vent dominant. Donc, alors bon, le temps que lui était déjà parti, le temps que moi, je me rende sur la parcelle. Et là, horreur, stupeur, je constate que toute la bande enherbée, parce que quand il y a une haie pour se protéger, ce que j'évoquais précédemment, on fait toujours une bande tampon de 3 mètres, donc semée entre la limite précise du voisin et la haie, qui était complètement en train de mourir, quoi, jaunissante, donc sur 400 mètres de long quand même. Et l'angle de la parcelle de céréales, donc bon, sur une petite surface, certes, mais était également en train de jaunir, a priori passer au Roundup, enfin, ou un désherbant total. Donc, enfin, déjà, mon sang ne fait qu'un tour, et puis j'avais vu le voisin traiter, voilà. Alors, j'appelle Paul, mon voisin, en lui demandant, enfin, en lui faisant part de mon mécontentement, évidemment, et du problème. Alors, il me dit, ah, mais David, il se trouve que cette année, ce n'est pas moi, j'ai prêté mon champ à une autre exploitation, un GAEC, pour faire de la tomate industrielle. Voilà. Et bon, voilà, donc je te laisse voir avec eux, je suis désolé pour toi, mais bon, ce n'est pas moi qui suis responsable, ce n'est pas moi qui fais les traitements, etc. Donc, je prends contact avec ces personnes.
Voilà, on se connaît sans se connaître, c'est d'une commune un peu plus loin, hein, qui était venue là sur le secteur faire de la culture industrielle de tomates. Voilà, il me dit, ah bon, je suis désolé, oh, ça m'étonne quand même, on fait attention, là. Bon, moi j'ai dit, bon, mais enfin, voilà, en tous les cas, de toute façon, il va falloir qu'on se rencontre sur la parcelle et que que tu fasses une déclaration à ta assurance. Et moi, je vais faire de même parce que forcément, il va y avoir un déclassement, enfin, etc., etc. Et voilà, j'ai bien vu que lui ne prenait pas cela vraiment comme un problème sérieux. C'était vraiment pour lui anecdotique, voire peut-être même un pinaillement de ma part, enfin, si vous permettez l'expression. Donc, une semaine passe, 10 jours. Bon, moi, j'ai fait mon déclaration à l'organisme certificateur, évidemment, et à mon assurance. Toujours pas de nouvelles. Je rappelle, ah non, je ne l'ai pas encore fait. Là. Bon, j'attends encore 2-3 jours. Je rappelle 3 jours. Enfin, je rappelle la troisième fois. Et là, elle me dit, oui, c'est ce que tu crois que c'est vraiment important. Et donc, je suis obligé de dire, oui, ben, enfin, c'est évidemment important. Les conséquences ne sont pas anecdotiques. Et puis, de toute façon, enfin, si ce n'est pas à l'amiable, je serai malheureusement obligé d'aller porter plainte contre vous, quoi. Parce que, voilà, il n'y a pas… Enfin, pour moi, je ne vois pas moyen de faire autrement. Donc là, de suite, c'est « Ah, mais c'est pas possible, mais porter plainte, mais pourquoi ?» Alors, je dis « Ben oui, mais bon, soit on trouve un arrangement amiable, et puis il ne faut pas que ça se reproduise, quoi. Soit, ben oui, voilà. » Donc, immédiatement, là, il a déposé à son assurance la reconnaissance en fait, du sinistre, comme quoi c'était bien eux qui avaient fait les traitements. Et on a eu un rendez-vous d'expert. Donc, même cinéma. Si ce n'est que sur la partie qui était traitée donc au Roundup, en l'occurrence, c'était vraiment du Roundup. Là, c'était facile. Il y avait donc des classements. On est retourné en conversion en première année. Et la partie indemnisation a été mise en place. Bon, c'était absolument minime par rapport au dérangement, mais c'est comme ça. Bon, ok. Par contre, sur la partie où il y a eu un traitement par grand vent, en fait, qui touchait, en fait, c'était la même parcelle qui était traitée. Donc, l'organisme certificateur a fait un prélèvement en diagonale en échantillonnage hein, sur toute la parcelle qui était une parcelle de 3 hectares. Et le jour de l'expertise, on n'avait pas encore les résultats. Bon. Alors, il s'est avéré que les résultats, on était en dessous de la LMR, donc c'était juste des traces qui étaient plus sur feuille. On avait une pluie de 40 mm, c'était plus sur feuille, mais sur le sol. Mais il y avait bien la matière active qui était là. Sur l'ensemble de la parcelle, ça a été donc considéré comme insignifiant et donc je n'ai pas eu de déclassement. Et c'est là où, au niveau de l'assurance, alors on n'a pas eu à nouveau rencontre physique sur place, mais pour l'assurance, bon, il n'y avait pas de pollution avérée sur cette partie, donc pas d'indemnisation par rapport à ça, je suis entièrement d'accord. Par contre, les frais d'analyse m'a facturé l'organisme certificateur de 250 € ont été pour ma pomme. J'ai fait plusieurs réclamations et ils ont considéré en disant, mais vous voyez, vous n'avez pas eu de sinistre reconnu, donc il n'y a pas d'indemnisation à mettre en place sur cette partie-là. Bon, nous avons décidé de ne pas poursuivre en justice le voisin concerné, même si je lui ai quand même dit 2 fois que moi je trouvais que c'était quand même aberrant que les frais d'analyse soient à ma charge, d'autant plus que les traces de produits avaient bien été retrouvées, donc ce n'était pas une vue de l'esprit de ma part, mais bien une pollution avérée. Toujours un petit peu comme dans le premier cas, ce qui est vraiment, j'ai trouvé édifiant, ça a été, c'est surtout non pas le préjudice financier et ces tracasseries qui a gêné en fait ce voisin, enfin ou l'exploitant puisqu'il avait prêté son champ, mais ça a été plutôt le fait de comprendre qu'on devait repartir en conversion et que pendant 3 ans donc on était décertifié sur la partie concernée évidemment. Hein. Et c'est vrai que c'est vraiment plutôt psychologique finalement leur appréciation plutôt que le côté financier qui rentrait en jeu. Pour eux, au niveau financier, ça ne représentait rien et c'était vraiment… voilà. Alors là, pour pas que ça se reproduise, que faire quoi vu que ce voisin, Paul, donc, a tendance à prêter son champ à des exploitants, c'est beaucoup plus compliqué, même si je lui ai demandé qu'ils préviennent, etc. Mais bon, c'est pas… Enfin, voilà. Visiblement, chacun entend ce qu'il a envie d'entendre. Donc, j'ai décidé, avec son accord, de mettre sur limite, donc il y a 700 mètres au total hein, de limite, des poteaux tous les 100 mètres de 1,50 m de haut, donc vraiment sur limite, pour obliger déjà à comprendre qu'il y avait une limite
de parcelle, même si on voyait bien qu'il y avait un engrais vert, le couvert végétal qu'ils avaient désherbé, qui était bien visible. Mais bon, voilà. Et je dirais, juste pour en terminer sur ce cas, ce qui, pour moi, qui a été vraiment très surprenant, ça a été finalement, une fois qu'on a eu, donc avec l'accord du voisin, l'exploitant, mais qui n'est pas le propriétaire, quelques jours plus tard, enfin quelques semaines quand même, je vois arriver le propriétaire qui est une personne âgée, donc le père de cet exploitant, qui fait un scandale en disant oui, sur les 7 ou 8 poteaux tous les 100 mètres donc, installés, il y en a un qui va peut-être 20 cm mordre sur mon champ. C'est inacceptable, il faut que tu le déplaces. Voilà. Donc, j'ai dit, mais déjà, j'avais fait ces travaux à ma charge complètement. Donc, voilà, j'ai dit, mais non, évidemment, pour moi, je ne vais pas le déplacer. Et si vous souhaitez, l'exploitant est d'accord déjà, son fils. Et puis, si vous considérez qu'il y a abus de ma part, eh bien, je vous demande de déclencher un bornage contradictoire. Je payerai ma part, mais par contre, s'il y a un bornage contradictoire, je poserai une clôture de type clôture à chevaux sur toute la limite, exactement sur limite, comme la loi l'autorise, ce qui voilà, permettra à chacun d'être chez soi. Et au final, cette menace, entre guillemets, a permis que la personne abandonne. Enfin, le propriétaire, lui, c'était une question de principe qui se faisait. Pour l'exploitant, son fils, donc j'ai bien compris que lui, avoir une limite fixe était beaucoup plus perturbante que les potentiels 20 cm soi-disant pris sur les 700 mètres. Voilà. Voilà, en quelques mots. Moi, j'aimerais attirer l'attention sur un point particulier, c'est en discutant du coup autour avec mes voisins, les collègues en bio autour, en fait, c'est quand même fréquent qu'on s'aperçoit, on se dit mince, le voisin, on a le sentiment qu'il y a eu un traitement qui est venu de 1 mètre, des fois on voit en bordure de champ, et finalement, rares sont les témoignages de gens qui disent je suis allé voir le propriétaire, le voisin qui a fait il y a un sinistre, mais qui est minime, puisque ça s'est arrêté vraiment en bord de parcelle. Et très souvent, il y a un déclassement volontaire qui est fait. Les gens vont broyer le bord, ce qui, on peut considérer, rentre éventuellement dans l'obligation de moyens. Mais il y a vraiment, il y a vraiment une zone quand même floue et où finalement, moi j'ai le sentiment, au plus, il y a une précarité ou je dirais une non-capacité financière d'opposition, de rentrer, de menacer d'une procédure, comme on a dû le faire dans le deuxième cas, eh bien, malheureusement, c'est quand même souvent le producteur bio qui doit s'écraser ou qui doit détruire volontairement une petite partie de sa récolte pour éviter d'être contaminé. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a vraiment un travail important que nous devons faire pour éviter que ces cas se produisent, évidemment. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, David. D'ailleurs, ce que tu dis entre un peu en lien avec, on comprend mieux du coup le chiffre de seulement 25% de producteurs indemnisés au regard de ce que tu viens de dire. On a des questions sur le chat ou dans le question-réponse. Alors, de Élise, que semez-vous dans la bande tampon? Couvert végétal, engrais vert, voilà, une question sur le… Ouais. Alors, nous, on essaie de mettre toujours des couverts, enfin périn en l'occurrence, donc trèfle éventuellement mélangé avec de la vesse, un peu de facélie. C'est vrai que c'est bien aussi au niveau des pollinisateurs. Mais voilà, sachant que chez nous, on a la problématique ambroisie en vallée du Rhône qui est très prégnante et on n'accepte pas, enfin, on fait vraiment un travail pour ne pas laisser l'ambroisie polliniser. Et bon, c'est interdit déjà, mais aussi pour grainer qui irait polluer nos champs ensuite. Donc, il faut vraiment que l'engrais vert soit très dense et réussi pour arriver à ce qu'il soit efficace contre l'ambroisie. Une autre question donc, de Élise. Quels arbustes avez-vous plantés dans vos haies? Ah, alors là, c'est un grand sujet. C'est des haies multiples. Enfin, moi, déjà, dès 1995, on s'est mis à en planter et je ne peux pas toutes les citer là, mais il y a vraiment, bien sûr, c'est des haies, enfin, souvent, on reproduit des séquences, en fait, mais au fil du temps, chaque année, puis on se fait plaisir aussi, on prend des espèces différentes. Donc, un peu de couleur, dans certaines, on avait mis du forsythia très espacé, donc en bourrage. Après, ou arbre de Judée, ça fait aussi des tons différents. Après, ça peut aller au platane
tilleul, merisier, arbustier, aussi en ce qui concerne pour les oiseaux, pour qu'ils puissent nicher. Enfin, donc, vraiment différentes tailles, un peu de chêne vert, même pour certains, amandier. Voilà, enfin, je ne vais pas tous lister là, mais nous, ce qu'on trouve joli et efficace, c'est et diversifié avec des protocoles toujours différents. N'hésitez pas si les réponses de David vous suscitent d'autres questionnements. Une autre question de Anne Egelin à la Frabora. Donc, les discussions avec le voisin exploitant ont-elles permis de partager la zone de bordure à la fois sur le champ de David et sur le champ conventionnel voisin? Autrement dit, est-ce qu'on a partagé ce zonage que tu as réalisé ou pas? Est-ce qu'il y a cette idée de partager l'effort? Alors, je n'ai pas entendu la fin de la question. Il y a, on dirait, j'espère que vous m'entendez. Non, en fait, il n'y a pas eu d'idée de partage de la zone. Non, mais c'est bien, on t'entend bien, oui. D'accord, très bien, pardon. Non, il y avait une micro-coupure, j'ai cru. Alors, juste partage physique, que le voisin puisse passer sur la bande, ou bien qu'on partage des frais pour implanter cela? Excuse-moi, je n'ai pas compris la subtilité. Alors Anne, je relis ta question, j'ai essayé de la préciser parce que je n'étais pas sûr de… Les discussions avec le voisin ont-elles permis de partager la zone de bordure à la fois sur le champ de David et sur le champ conventionnel voisin? Voilà. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que tous les travaux, on les fait nous, on n'a pas eu d'aide de nos voisins, enfin, en ce qui concerne ces zones tampons. Je ne leur ai pas demandé non plus. Je ne l'ai jamais demandé. Certains peut-être accepteraient d'ailleurs. Ah bon. Ce qui est, après, certains des fois y passent. C'est clair que ça fait presque un chemin rural finalement. Enfin, nous, on n'y passe jamais. D'abord, il y a la haie qui protège notre champ, donc il n'y a pas d'accès après de trous dans la haie pour pouvoir passer en tracteur. Et puis, c'est pas un chemin. Enfin, moi, je considère. Donc, j'accepte de façon exceptionnelle qu'ils y passent. Voilà, s'ils sont coincés pour une raison quelconque, une fois il y en a un qui a crevé pour amener la machine pour réparer. Bon, il m'a demandé de passer. Mais autrement, c'est pas des zones de partage entre les voisins. Mais c'est vrai que ce serait intéressant à créer. Mais dans ce cas-là, moi, je dis, il faut par exemple 2 mètres, 2 mètres. Quoi. On fait une bande de 4 mètres et on met chacun 2 mètres chacun. Je pense que c'était l'idée qu'il y avait dans la question de Anne. Il y a d'autres questions qui sont arrivées en cascade. Une question de Nils, donc pour la FRAP Bretagne. Votre assurance ne pouvait-elle pas couvrir les frais d'analyse laboratoire refacturés par l'OC? Alors, mon assurance a refusé de les prendre en compte. Bon, ça m'a un peu fâché, je leur ai dit. Mais ils n'ont pas souhaité revenir quand même là-dessus, ce que je trouve complètement aberrant. D'après un des experts que j'avais interrogé, enfin l'expert d'assurance qui a intervenu pour ma partie, enfin mandaté par donc nous on est au GAN en assurance, il m'a dit que dans certains cas c'était pris en charge et qu'il ne comprenait pas pourquoi mon assurance refusait, enfin cet agent-là finalement. Bon, mais c'est complètement anormal de mon point de vue. Je les ai quand même menacés de faire une publication médiatique là-dessus. C'est pour ça que je me permets de citer le GAN aujourd'hui. Mais bon, voilà. Enfin, pour moi, ils n'ont pas été exemplaires. Fais gaffe, si ça se trouve, ils sont dans les partenaires. Donc, en tout cas, voilà, c'est une expérience parmi d'autres, hein, je ne sais pas. Oui. Du coup, une question de Karine Trouillard. Hormis l'analyse de laboratoire, je m'excuse hein, pour les bruits les sirènes de police, je suis à Paris. Hormis l'analyse donc de laboratoire, quels autres éléments de preuve auraient une valeur juridique? C'est une question, je précise, à laquelle on va donner une réponse plus tard et surtout qui va trouver un éclairage dans le témoignage de Sabine, qui est beaucoup plus, qui ouvre ce débat là-dessus. Mais peut-être, David, si tu as une réponse là-dessus, sur les autres éléments de preuve hors analyse de laboratoire. Ben, déjà, enfin, de voir le voisin avec son traitement. Enfin, moi, en l'occurrence, je l'avais vu. Donc, enfin, c'est vrai que je n'avais pas reconnu quel tracteur c'était. Enfin, c'était un peu loin. Mais j'avais le jour, j'avais la vitesse du vent, etc. Donc là, c'était indéniable. La matière active retrouvée correspondait bien aux produits utilisés sur sa culture. Donc, voilà. Enfin, par rapport à ça, c'était à peu près imparable, sachant qu'il n'y avait aucun autre champ à proximité qui correspondait par rapport aux emblavements. Hein. Donc là, c'était un peu un cas d'école. Mais c'est vrai que, ça, en effet, c'est une très bonne question et ça peut être très compliqué d'y répondre juridiquement.
On va justement le voir, on va bientôt passer à la suite. Il n'y a plus de questions. Je vois que sinon les autres, ce sont des réactions ou des remerciements pour tes réponses. Je vais donc donner la parole à Sabine. Si c'est bon pour toi, Sabine, est-ce que tu peux prendre le partage d'écran? Attendez, excusez-moi, je suis désolé, Sabine, je vois qu'il y a est-ce qu'il y a des questions dans le chat à droite? Puisqu'en fait, les participants sont passés plutôt par le système de questions-réponses plutôt que par le chat. Ce n'est pas grave du tout. Les questions, donc, Sabine, si tu voulais les trouver, elles sont dans le petit Q et R en bas de la vidéo. J'étais allée dans le chat. Evelyne, je croyais que quand les agribio étaient de bonne foi en déclarant le sinistre auprès de leur OC, il n'y avait pas de déconversion, car l'obligation de moyens était là, mais qu'on demandait. Alors, j'essaye de revoir la conversation. Mais qu'on demandait l'année concernée de broyer la partie contaminée, il y avait des différences de traitement entre OC. Alors, Evelyne, pour répondre à ta question, il est possible qu'il y ait des différences entre OC, étant donné qu'on est sur un outil, sur une approche et sur un enjeu qui implique pas mal de subjectivité et de traitement au cas par cas. Il y a néanmoins eu une directive qui a été mise en place par l'INAO en vue d'harmoniser le traitement des résultats d'analyse révélant des contaminations. Comme je l'ai dit en introduction, le fait de déclarer le sinistre, plutôt, le fait de déclarer à l'OC peut impliquer en fait soit un déclassement, soit effectivement une décertification des terres. Donc dans le cas de David, il y a eu des certifications. Ça dépend en fait du niveau de gravité de la contamination et de ce que l'organisme certificateur du coup va évaluer s'il faut un retour en conversion ou pas. Dans la très grande majorité des cas, on est effectivement face à plutôt des déclassements de la production. Et ensuite, du coup, la question qui peut se poser, c'est effectivement, parfois, on a des systèmes, enfin, on a des producteurs qui ont mis en place des protections qui donc respectent le règlement en termes d'obligation de moyens, mais qui sont tout de même déclassés au regard seulement de la, disons, gravité de la contamination. Et donc là, je vais laisser la parole à Sabine, puisqu'on est exactement dans ce cas-là. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Pardon, oui. Moi, je vois très bien le partage d'écran. Voilà, donc en termes de contexte, je vous le disais, donc moi je suis sur une ferme qui est maintenant en Arbo, donc que j'ai pu acheter en 2006. Voilà à quoi ça ressemblait au moment de l'achat, c'est-à-dire c'était un morceau d'une propriété plus grande qui était une parcelle céréalière, avec les bâtiments qui sont au milieu. Et la contamination dont on va parler qui arrivait du bord est qui est ici. Voilà, donc c'est une parcelle qui était en céréales conventionnelles et où tout ce qui était infrastructure agroécologique, puisqu'il y avait des mares, des haies, etc., avait été détruit. Hop, voilà, donc là, je vous ai mis mon cartopack de 2020. Je vous montrerai quelques photos, simplement pour montrer que par rapport à mon environnement, en fait, au sud, j'ai un assez grand bois. Sur ce côté-là, j'ai une haie très ancienne et très très grande avec des chênes et des frênes. Ça, c'est le haut de coteau sur la partie centrale. Et donc, de l'autre côté, là, j'ai également une très belle haie sur Henri Pissilve. Et donc, en fait, j'avais essentiellement besoin de me protéger des parcelles conventionnelles environnantes sur le bord est, sachant que chez nous, les vents dominants sont des vents d'ouest sur les vents de pluie. Mais là, j'étais assez bien protégée. Et les vents d'est, les vents d'autant. Donc là, par contre, j'étais plutôt exposée sur ce bord-là. Et donc, comme vous le voyez sur Cartopack ici, moi, par rapport à mon foncier qui n'est pas énorme, puisque j'ai 11 hectares, j'ai fait le choix d'investir et de mettre d'abord une bande enherbée de 5 mètres contre le voisin, et ensuite une double bande de haies qui est en train de devenir, vous allez le voir, une bande boisée. Et c'était bien l'objectif, c'est-à-dire de relier les deux bois, le bois qui est ici et puis la répiscile de l'autre côté, avec une haie assez épaisse. Voilà, donc là, pour récapituler, par rapport aux éléments que je vais vous montrer ensuite, la double haie qui est ici, la voisine qui est enclavée à l'intérieur de la parcelle de mon voisin, puisqu'on va en parler dans le témoignage, et puis voilà, la ferme qui est ici. Et j'ai oublié de vous le signaler, pardon,
en bas ici un ruisseau qui s'appelle la Gangouille et qui est important puisqu'il est en connexion potentiellement avec l'eau que j'utilise pour l'irrigation. Même si je ne suis pas connectée, je suis à 20 mètres pour la réserve. Enfin bon, il y a quand même des, on va dire, des liens hydrologiques entre les deux. Et donc, vous verrez tout à l'heure l'impact. Ça coule de chez mon voisin vers chez moi et mon voisin est en tête de bassin versant sur ce ruisseau. Il est sur le premier kilomètre. Voilà, donc une petite vue du tout début de la ferme quand on a vraiment commencé les premières plantations. Et vous voyez au fond ici la haie de protection qui était donc minuscule en 2010. Et puis la voisine qui est entourée par le champ du voisin ici. Voilà, donc une vue plus récente simplement de la partie est de la ferme avec la protection qui a été mise en place ici. Et vous voyez les haies très anciennes en ripisylve et le bois de l'autre côté. Voilà. Bon, là, un petit bout sur la partie sud. Donc, comme David, moi, j'ai mis en place au démarrage vraiment autant de haies que j'ai pu. Ça, c'était le tout début et ça, c'est maintenant la partie crête. Et puis ça, c'est la haie. Donc ça, c'est pour se donner aussi un peu d'espoir. Ça, c'est la haie au démarrage en 2009, je crois. Et vous voyez ici, hop, la haie maintenant. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est devenu, malgré les conditions qu'on peut avoir dans le sud-est, dans le sud-ouest, c'est une haie qui est devenue vraiment très grande. Voilà, là, vous voyez la haie ce printemps. Et ici, vous voyez le champ du voisin qui venait d'être semé en tournesol ce printemps. Voilà, donc je produis des fruits, ça c'est juste pour que ce soit un peu concret, et notamment dans les haies, puisqu'on a planté plus de 3 km de haies, on a également inséré tous les 4-5 mètres des fruitiers, et la ferme est ouverte en ferme pédagogique sur rendez-vous, donc les fruits sont également mangeables dans les haies pour les personnes qui viennent visiter. Donc la contamination, fin avril, j'ai découvert des taches de dépigmentation sur les feuilles qui venaient d'émerger depuis moins d'une semaine dans les vergers. Et puis en fait, au début, je ne me suis pas inquiétée parce que je me suis dit, bon, ça doit être une maladie comme ça de printemps, je regarderai. Mais sauf que rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait exactement les mêmes taches sur les feuilles des arbustes des haies. Donc ça, c'est quand même plus atypique. Et puis qu'il y avait un gradient entre l'est et l'ouest de la ferme. Mais globalement, je voyais ces taches absolument partout. Donc, je vous mets quelques photos de ce à quoi ressemblaient ces taches de dépigmentation. Donc ça, ce sont sur des kakis, sur des figuiers, et là, sur des arbres de haies. Donc ça, ce sont des viornes, un fusain, voilà. Donc il y en avait absolument partout, un cerisier, des pruniers. Donc vraiment quelque chose qui avait l'air qui n'est pas une tache superficielle, hein, qui vraiment est une absence de chlorophylle en fait. Donc voilà, j'ai mis plus d'une semaine en fait à comprendre qu'il y avait quand même un problème qui s'apparentait plus à une phytotoxicité. Donc j'ai appelé le voisin fin avril. Il m'a confirmé qu'il avait fait un traitement herbicide en post-semis prélevé de tournesol avec un produit qui s'appelle le Bélogapé et qui contient 2 substances actives, pendiméthaline et diméthanamide. Il m'a dit l'avoir fait environ mi-avril, mais enfin, il n'était pas sûr entre début avril, mi-avril, ça a été un peu compliqué. Donc, je lui ai demandé sa responsabilité civile, donc son contrat d'assurance. Donc, il m'a donné simplement les coordonnées de son assurance. J'ai appelé la FNAB, donc j'ai eu Félix parce que j'étais un peu perdue, ça m'était évidemment jamais arrivé, je ne savais pas du tout ce qu'il fallait que je fasse. J'ai déclaré le sinistre à mon assurance, qui m'a demandé simplement en fait les coordonnées de l'assurance adverse. Je n'ai pas eu besoin de produire d'autres documents. Et j'ai appelé mon organisme certificateur. J'ai également appelé une coopérative locale pour avoir des informations sur les substances actives qui avaient été utilisées. Donc j'ai appris notamment que l'une des deux substances est très volatile. Et puis j'ai appelé la DDT pour connaître la réglementation et puis essayer de comprendre ce qui avait pu se passer. Voilà, donc voilà, ça c'est le produit. C'est un produit qui est ultra toxique, notamment pour la faune aquatique, et qui a une ZNTO de 50 mètres. Sauf si on utilise des buses antidérives. Vous allez voir dans la suite. Et mon voisin a déclaré, vous voyez là un zoom sur la partie de cette double bande de haies. Mon voisin a déclaré au final qu'il avait traité le 11 avril. Et en fait, il a déclaré un jour où il était impossible que je sois touchée, puisque le 11 avril, les vents allaient dans ce sens-là, c'est-à-dire nord-sud.
Voilà, donc derrière, il a fallu que je fasse, ça c'est un extrait d'un dossier photographique que j'ai dû faire pour les assurances, pour l'organisme certificateur, etc., pour dire que sur la date, je ne pouvais pas être d'accord. Donc, on est également… Alors, attendez voir, je me suis perdue. Quand j'ai fait la déclaration, les assurances ont décidé de faire une réunion d'expertise contradictoire et mon assurance a aussi décidé de faire des prélèvements de feuilles pour analyser, hop, je vais y arriver, excusez-moi, pour analyser ce qu'il y avait comme produit sur, si on trouvait des résidus de produits sur les feuilles des vergers. Donc là, moi, si je peux donner un conseil, c'est d'abord d'avoir une assurance parce que moi, ils m'ont payé l'analyse labo. Ils m'ont également payé l'huissier qui est venu pendant le prélèvement des feuilles pour, constater la dispersion des feuilles sur la totalité de la parcelle, puisque j'ai de ce produit pulvérisé jusqu'à 280 mètres de la haie. C'est-à-dire l'intégralité des 11 hectares ont été touchés. Donc, on a fait l'huissier qui a pu prendre des photos et faire un constat de la dispersion. Et l'huissier a donc fait un constat de où étaient prélevées les feuilles pour l'analyse labo. Et deuxième message, c'est de bien demander à l'assurance d'analyser tous les produits et pas seulement ceux qui sont suspectés. Donc, dans mon cas, j'ai eu droit à une analyse multirésidus sur toutes les matières actives. J'ai appris qu'il y en avait à ions positifs, ions négatifs, etc. et incluant les produits interdits du type atrazine qui peuvent avoir ce type de symptômes ensuite sur feuille. Donc, le 28 mai, donc le prélèvement a eu lieu le 7 mai. Et c'était quand même assez impressionnant parce que donc le 7 mai, c'était plus de 3 semaines après la dérive. Et il y avait eu déjà 80 mm de pluie entre le moment de la pulvérisation et les abats d'eau. Donc, mon assurance m'a dit qu'il était peu probable qu'on retrouve autre chose que des traces. Et vous allez voir le résultat qui est quand même assez angoissant. Donc, le 28 mai, ils ont convoqué une réunion d'expertise contradictoire avec les experts agricoles des deux parties. Donc, visite de la parcelle chez moi. Et nous n'avions pas les résultats du labo. Donc, il y avait tout ce flou autour de la date, du sens du vent, du respect de la ZNTO par rapport au matériel anti-dérive. Enfin, bon, bref, on va dire qu'il y avait quand même pas mal d'éléments qui n'étaient pas clairs du tout. Mais en tous les cas, comme on n'avait pas les résultats du labo, on va dire que cette journée-là n'a pas permis d'aboutir. Et ensuite, il y a eu une visite le même jour de mon organisme certificateur, que j'avais donc informé. Et à la suite de cette visite, il y a eu une décision de déclassement de 100% de la production. Donc, c'est-à-dire tout ce que je fais, donc je fais à la fois des fruits et une partie céréalière. Tout a été considéré touché et malgré tout ce que j'avais pu mettre en place, 100% a été déclassé, notamment en raison de la réception des résultats labo. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc sur ces résultats-là, en fait, non seulement le produit recherché a été trouvé, vous voyez là en deuxième la pendimétalline. Hop là, c'est peut-être un peu plus clair. Mais également, enfin voilà, d'autres produits, des fongicides, des insecticides, sachant qu'ils ont été retrouvés dans des doses pour la pendimétalline vraiment très importantes. Donc au total, il y avait 5 produits qui ont été trouvés, dont 3 qui étaient quantifiables et 2 simplement détectables. Donc moi, enfin voilà, vous pouvez imaginer que ça m'a posé quand même énormément de questions. Sur comment on pouvait retrouver autant de produits, certains n'étant pas spéciaalement liés à la période d'application. Il y avait notamment un hématicide, insecticide général de sol, dont on n'a pas compris ce qu'il faisait là. Ensuite, donc, ce que je peux dire aussi, c'est que c'est vraiment important d'avoir aussi une protection d'assurance parce que c'est eux qui ont payé tous les procès-verbaux d'huissier, donc à la fois le constat dont je viens de vous parler au démarrage, au mois de mai, mais également des constats qu'on a fait ultérieurement au début de l'été, avant qu'il y ait de la sécheresse ou des stress hydriques, on va dire, parce que j'ai fait constater qu'il y avait des nécroses supplémentaires, c'est-à-dire que les jeunes feuilles qui poussaient manifestaient vraiment des difficultés à faire de la photosynthèse. Et j'ai également obtenu le financement d'un PV concernant l'horodatage de mon appareil photo, puisque je devais produire des photos pour montrer que les dates que mon voisin donnait comme date de pulvérisation n'étaient pas possibles, tout simplement parce qu'à ce moment-là, début avril, il n'y avait pas de feuilles. Donc, qui dit pas de feuilles, dit pas d'impact sur les feuilles. Donc, il a fallu que je fasse certifier
l'horodatage de mon appareil photo. Je vais passer rapidement sur le fait que du coup, ça m'a posé tellement de questions que j'ai fait faire, alors pour ce coup-ci, à mes frais, une analyse de l'eau qui coule en bas de chez moi et qui vient de chez mon voisin, qui est donc en tête de bassin versant. Et là, je n'ai pas été déçue du résultat non plus. Donc là, c'est la totalité des produits qui ont été retrouvés, dont un accessoirement qui n'a pas, donc j'avais fait un récapitulatif pour moi, hein, un qui n'a même pas d'AMM, le trichlorophénol. Voilà, mais tout un tas d'herbicides qui étaient quand même surprenants. Donc ces éléments-là ont été transmis dans le dossier et ça a donné lieu notamment, vous allez le voir, à des contrôles de la DRAF. Donc en tous les cas, une fois que les résultats labo ont été connus, il y a eu de la part de l'assurance, donc de la partie adverse et donc de mon voisin, une reconnaissance du lien entre la dérive chez moi et la phytotoxicité. Alors la dérive étant quand même reconnue malgré le fait qu'il déclare une date qui n'est pas compatible avec la dérive. Donc c'est quand même très compliqué parce que je me retrouve dans une situation où c'est impossible de prouver la date, la force du vent et les mauvaises pratiques. Bien que ma voisine était entièrement, elle aussi, pulvérisée et crépie du côté est, et qu'elle ait fait un témoignage dans ce sens. On m'a demandé, en plus dans ce PV d'assurance, d'engager des démarches contre mon OC, donc contre mon organisme certificateur pour contester la décision, ce que j'ai refusé de faire. Donc je ne sais pas du tout si ça va bloquer le dénouement du dossier au niveau indemnisation du préjudice. Et puis, pour moi, ça pose des difficultés par rapport au fait que certaines des cultures qui ont été touchées sont des jeunes vergers, notamment côté est, au plus près de chez mon voisin, et que sur cette partie-là, j'ai dû faire constater cet été que, contrairement à des cultures du même âge, sur les mêmes porte-greffes, dans les mêmes variétés qui sont plus éloignées, cette année, je n'ai pas eu de pousse quasiment sur ces vergers. Donc pour moi, il y a on va dire une toxicité chronique sur les jeunes plantations. Alors, j'ai également informé, je vous l'ai dit, la DDT qui m'a mise en contact avec la DRAF Occitanie, le service réglementation phyto. La DRAF est venue faire 2 contrôles sur place, chez moi et chez mon voisin. Donc, je ne connais pas la nature exacte des constats qu'ils ont fait, évidemment, chez mon voisin. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai reçu un rapport de conformité sur ma partie. Mais que voilà, quand on vous visite dans ce cadre-là, il y a quand même une suspicion qu'il faut gérer du fait que c'est vous qui avez épandu ces produits vous-même chez vous. Donc ça, je l'ai trouvé un petit peu raide. Et en tous les cas, au terme des contrôles qui ont été faits sur place, la DRAF a finalement porté plainte au tribunal judiciaire contre mon voisin. Pour, non, a priori, de ce que j'ai compris, non-respect de la réglementation, mais je n'ai pas accès au dossier pour l'instant, tant que je ne porte pas moi-même plainte. Ce que j'observe, c'est que mon voisin a semé son blé là, tout récemment, qu'il a respecté la ZNT autour de chez ma voisine, mais pas en limite de ma parcelle, ce qui était quand même une des demandes de la DRAF apparemment. Que pour la suite, en 2021, je me pose beaucoup de questions puisque je ne retrouverai mon logo AB, donc j'ai été déclassée pour 1 an sur 100% de ma production, mais l'organisme certificateur m'a dit que l'an prochain, au printemps, c'est lui qui prenait en charge l'analyse et qui viendrait donc au printemps faire des analyses sur feuilles ou à l'été des analyses sur fruits et que je n'aurais mon certificat que s'il n'y avait pas de produit, vu l'ampleur de la contamination et le nombre de produits qu'on a trouvés cette année. Donc ça me pose beaucoup de questions sur le risque de déclassement pour les années qui viennent. S'il va falloir que j'enclenche un contentieux chaque année avec le voisin. J'ai entendu dire par l'assurance que peut-être il avait un souhait de se convertir en bio, en tous les cas sur les 50 hectares de cette parcelle qui sont à côté de chez moi. Donc ça reste à voir. Apparemment, il étudie ça avec son comptable actuellement. Et moi, je me pose aussi des questions sur quels sont les dispositifs probants pour vraiment prouver si ça se reproduit, quelle était la force du vent, si ça venait vraiment de chez mon voisin, parce que j'ai eu tous les arguments quand même au démarrage. Donc, est-ce qu'il faut que je mette un manchon pour prouver le vent? Est-ce qu'il faut que je mette un appareil photographique automatique qui horodate sans que je doive être présente? Mais en tous les cas, pour moi, c'était quand même quelque chose d'extrêmement stressant de me dire que je vends à des clients des produits qui étaient peut-être contaminés aussi les années précédentes et quand même avec des contaminations qui n'étaient pas faibles. De me dire également que j'accueille sur ma ferme des gens qui peuvent cueillir les fruits et les manger dans les haies et que peut-être ces fruits-là, pareil, ils sont contaminés. Donc en tous les cas, moi, ce que j'ai demandé à la DRAF, c'est s'il était possible d'imposer aux voisins de m'informer des dates de pulvérisation et des substances actives utilisées pour que je puisse mettre en place au moins si je le sais,
des photographies et savoir ce que je dois analyser dans le futur. Et je me pose vraiment la question de comment ça peut être vraiment dissuasif pour l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que c'est… Bon, sinon, globalement, c'est quand même relativement, je trouve, ingérable, en tous les cas dans mon cas. Et également sur la partie culture pérenne, comment je fais, s'il y a vraiment des zones qui visiblement sont plus impactées, en tous les cas plus régulièrement impactées, que ça ne pousse pas, pour arriver quand même à produire ce que je veux produire chez moi. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Sabine pour ce témoignage qui est complet et qui a respecté le temps imparti. Donc, on a plusieurs questions sur le chat, donc, ou en tout cas dans le question-réponse. Comment gérer… C'est pas ça la première. Donc, question de Nils. Avez-vous eu des frais à avancer ou est-ce que les facturations huissiers étaient directement transmises à l'assurance? Avez-vous des montants correspondants? Présence huissier, etc. Chaque PV d'huissier, c'est 300 €, pris en charge directement par mon assurance, avec qui j'ai bien validé au démarrage dans quelles conditions l'huissier venait chez moi. Donc là-dessus, moi, je n'ai eu aucun frais avancé. Sur les analyses labo aussi, ça a été pris en charge directement par mon assurance. Idem pour l'expert agricole. La seule chose que j'ai payée moi et dont je n'obtiendrai pas remboursement, c'est l'analyse de l'eau. Voilà. Et par contre, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je m'équipe d'un anémomètre, enregistreur, d'un manchon, etc. Tous ces dispositifs-là, bien sûr, alors en plus l'anémomètre, c'est assez cher, ne sont pas, si je les acquiers, ne sont pas remboursables. Effectivement, ça, c'est les outils de prévention qui, j'imagine, ne sont pas pris en charge par l'assurance. Autre question de Niels, comment gérer la communication avec les clients dans ce type de situation? Quelles sont leurs réactions? Alors oui, compliqué parce que donc moi je vends tout en vente directe. J'ai l'habitude sur le marché notamment d'avoir un stand où c'est voilà, j'ai tout ce qu'il faut, bio et local, c'est l'idéal. Enfin, vous pouvez imaginer le logo bio en gros, etc. Et donc c'était quand même très très visible. En plus, je suis sur un marché qui est 100% bio quasiment hein, sur les jours où je viens. Alors c'est pas une obligation, ce qui veut dire que je pouvais continuer à vendre sur le marché sans être certifié bio cette année. Mais le fait qu'il n'y ait plus les outils de com habituels, évidemment, ça posait question immédiatement. Et de toute façon, moi, j'avais l'obligation, en tous les cas pour moi, d'informer les clients du fait que ce n'était pas bio parce que. Donc, j'ai expliqué quasiment à toutes les personnes qui sont venues sur le stand ce qui s'était passé, que les produits n'étaient pas bio, que je ne pouvais pas savoir sur les fruits, puisque ça, c'est quelque chose que je n'ai pas obtenu par contre. Je voulais avoir une analyse sur fruits pour savoir si réellement les fruits eux-mêmes étaient contaminés. La probabilité étant quand même assez forte puisqu'on a retrouvé ces produits dans la sève. Hein. Ce qui a été retrouvé à l'analyse, ce n'est pas ce qui était sur les feuilles, puisqu'il y avait eu 80 mm de pluie. Le produit utilisé par mon voisin, c'est un antiracinaire systémique. Et en fait, ça veut dire que ce qu'on trouve dans les feuilles, c'est ce qu'on trouve partout dans l'arbre, même dans ses racines, et donc a priori même dans ses fruits. Mais je n'ai pas les quantités. Et donc, je ne pouvais pas dire, voilà, mais ne vous inquiétez quand même pas trop, a priori, les fruits, ils sont… Non, ça, c'était pas possible. Donc, moi, j'ai trouvé ça très compliqué à gérer, sachant en plus qu'en termes d'indemnisation du préjudice, l'assurance adverse a considéré que j'allais continuer à les vendre en direct et que donc j'aurais un défaut de marge relativement faible. Donc, et c'est pas, enfin, dans ma tête et dans la pratique, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Moi, je note en tout cas pour les perspectives de travail qu'effectivement, offrir peut-être un conseil aux producteurs de comment gérer le relationnel avec les clients à la suite d'une contamination, notamment quand on est en vente directe, mais ça peut aussi valoir pour ceux qui sont en filière longue. Je pense que c'est Alors moi, un c'est chantier. particulièrement violent dans mon cas parce qu'en fait, comme je vends des fruits, et notamment sur le marché du samedi matin, où j'ai l'habitude de voir les enfants et où je vois les… je fais déguster, les gamins adorent parce que les fruits sont bien mûrs, enfin bon bref, et là j'avais vraiment, enfin psychologiquement, franchement cette année c'était compliqué quoi. Et pareil, les grands-parents qui me disent bon, j'achète rien de bio sauf vos fruits parce que vraiment c'est pour faire des compotes pour le tout petit, enfin…
j'aurais eu moins de difficultés, enfin c'est un peu triste à dire, mais sur quelque chose de plus massique qui partirait dans un flux où ça peut être une contamination, peut être diluée, etc. Mais là, sur des flux en vente directe, j'ai trouvé ça vraiment hard. Une autre question du coup de Anne. Vu l'historique de pratique du voisin de Sabine, la TRAF ne peut-elle pas aussi, d'une part, imposer l'usage de dispositifs antidérives par ce producteur et d'autre part, imposer une ZNT de bordure? Alors, ZNT, je l'espère vraiment, et c'est pour ça que je me pose la question. Pour info, j'ai un avocat aujourd'hui au téléphone pour savoir si je me joins au dossier à la plainte de la DRAF pour avoir les éléments et obtenir justement ce type de mise en place de dispositifs de ZNT à minima. Mais sur les bus antidérives, donc ça fait partie des choses que la DRAF est allée vérifier chez mon voisin. Ils ont également regardé tous ses registres d'achat sur 3 ans, sa comptabilité. Ils ont appelé ses fournisseurs récurrents pour voir pourquoi on retrouvait tous ces produits chez moi. Et il y a quand même des choses un peu étonnantes parce qu'en fait, ils ne retrouvent pas dans ces achats. Je n'ai pas d'autres voisins, mes autres voisins côté ouest sont en bio. Enfin, voilà, ils ne retrouvent pas de traces de ces achats. Idem pour ce qu'on retrouve dans l'eau. Mais en tous les cas, sur la partie bus antidérive, ils ont vérifié qu'il avait acheté des bus antidérive, qu'elles étaient dans sa comptabilité et qu'elles étaient sous le hangar à côté du tracteur. Une fois que, alors moi j'apprends, mais une fois qu'un agriculteur a ça dans sa comptabilité, on ne peut plus prouver qu'il n'a pas respecté une ZNT sans bus antidérive, par exemple. Le Beloga, le produit qu'il a utilisé, c'est une ZNTO de 50 mètres. Il y a eu tout un moment très flou là au moment des expertises sur ce qu'il avait respecté ou pas comme ZNT, le fait qu'il l'ait dans sa compta des bus antidérives, par défaut, c'est ramené à 5 mètres. Et donc, sur ce matériel-là, il est censé l'avoir utilisé le jour où il a pulvérisé. Son assurance m'a même dit que, compte tenu du fait qu'il avait mis des bus antidérives, comme au début, il contestait la contamination chez moi, grâce à ces bus antidérives, m'ont-ils dit, il y a des preuves scientifiques que le produit, les gouttelettes de pesticides, tombent au sol en moins de 4 secondes. Donc, je leur ai dit, dans ces cas-là, si tout est respecté, ça veut dire que le vent faisait 300 km/h, puisqu'une fois de plus, j'ai du produit jusqu'à 280 mètres de la limite. Eh bien, malgré tout, parce que tout ça a l'air quand même complètement incohérent, malgré tout, on ne peut pas prouver, même la DRAF n'a pas pu prouver, à part s'il y avait un flagrant délit avec des photos, le fait qu'il n'a pas respecté a priori les bonnes pratiques, c'est-à-dire les suspicions, c'est qu'il avait les rampes trop haut, qu'il allait trop vite, qu'il y avait trop de pression, donc dans les bus, qu'il n'y avait pas forcément les bus antidérives et en tous les cas qu'il y avait un vent qui était, ce que je vous ai montré peut-être un peu vite tout à l'heure, mais qu'il y avait un vent qui était largement au-delà de 30-40 km/h. Et donc ça, c'est improuvable aujourd'hui en l'état en l'état des éléments que j'ai, et pourtant j'en ai un. Ok, je crois que alors sur les questions-réponses, donc il y a Élise qui c'est plus une suggestion, parle en tout cas pose la question comment gérer le relationnel avec les voisins en conventionnel quand on est en bio, un sujet qui peut être aussi intéressant à creuser. Mais j'espère que dans la troisième et dernière partie du webinaire, je répondrai en partie à cette suggestion. Et Anne, du coup, qui donc exprime le fait que vivement la mise en place par l'administration d'un contrôle technique pour l'installation et le réglage des équipements antidérives et suggestion d'intégrer ça aux formations Certifito. Et effectivement, Élise était bien dans l'optique d'éviter les conflits et contaminations. On va tout de suite en parler. Je regarde un petit peu sur le chat pour les photos. Donc, on a des questions. On a une question pour les photos. Une application comme Certifoto permet de certifier facilement les photos prises de smartphone pour info. Eh bien, très bien. Voilà, mais pour ça, je pense qu'il faudrait, moi c'est ce que je veux obtenir, c'est-à-dire savoir à l'avance, 24 heures à l'avance, quand est-ce qu'il va pulvériser. Parce qu'à partir du moment où je peux prendre une photo, entre guillemets, en flag, il n'y aura plus toutes les discussions qu'on a dû avoir cette année sur la force du vent, la date réelle, enfin voilà. C'était vraiment, ça a été un moment avec des pertes de temps abominables. Effectivement, ça c'était un problème qu'on n'avait pas forcément anticipé, qu'ils n'accepteraient pas d'avoir les vents dominants comme preuve, ou en tout cas comme élément à apporter au dossier, mais qu'ils imposeraient du coup la fourniture de preuves de la présence de ce vent-là à telle intensité et à tel endroit exactement.
ce qui du coup pose effectivement pour Sabine pas mal de problèmes. Donc, on le voit du coup, Sabine, si tu as terminé, je reprends la main, c'est bon? Ouais. On voit du coup que le sujet est vraiment très compliqué sur le cas de Sabine, soulève plein de questions à la fois, en fait. Et du coup, la question aujourd'hui, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Alors, à la fois sur un cas comme celui de Sabine, et donc, du coup, Sabine, je t'invite à me tenir au courant des échanges que tu as avec l'avocat, puisque ça peut nous intéresser, disons, enfin, en tout cas, de connaître un peu la jurisprudence qui peut sortir de ton cas particulier, et notamment de cette plainte qui a été posée par la DRAF. Je partage mon écran. Hop. Mais également, du coup, il y a une réponse un peu de réseau qu'on a souhaité apporter. Alors, ce n'est pas seulement une question, disons, une question syndicale, hein, c'est aussi une question de développement de l'agriculture biologique. Si on a à la fois donc, un enjeu de faire en sorte que les cas comme ceux de Sabine se trouvent une issue, disons, juste, et que ce ne soit pas Sabine qui doive porter, Sabine ou David d'ailleurs, ou d'autres, qui doivent porter, disons, le poids de la contamination qu'ils ont subie, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Mais c'est aussi une question tout simplement de sécuriser une filière qui, on peut bien le comprendre, même si on a vu qu'il n'y avait pas forcément une contamination de masse et majoritaire des produits bio, on sait que ça peut être, disons, une thématique sur laquelle l'agriculture biologique peut souffrir d'un problème d'image. Donc voilà, il y a plusieurs enjeux et bonnes raisons d'agir collectivement là-dessus. Et donc la FNAB, on a depuis donc juillet 2019 commencé à travailler sur un projet donc GERICO, gestion du risque de contamination. C'est un projet qui est sur 2 ans, donc qui terminera en juillet 2021, et qui mobilise donc le réseau FNAB. Donc je dis le réseau, donc c'est à la fois la FNAB en tant que tête de réseau national et ses groupements régionaux d'agriculture biologique. J'ai vu que certains posaient des questions sur le chat. Et donc qui ont participé donc, à la réalisation des outils que je vais vous présenter, ainsi que des partenaires, donc l'Université Unilassal, le Synabio, les FNCUMA, l'ITAB, etc. Il y a 3 objectifs dans ce projet. D'une part, donner des outils pour aider les producteurs bio à mieux se protéger des contaminations et à savoir comment réagir si une contamination advient. Donc, on est clairement là dans les cas, dans les situations qu'ont décrit Sabine et David. L'idée, c'est qu'au lieu d'être seuls, ils ont des outils à disposition, ils ont de l'information à disposition, ils savent quels sont les acteurs importants à avoir à mobiliser, etc., etc. Les 2 autres objectifs que se fixe le projet GERICO, c'est d'améliorer le dialogue avec les voisins conventionnels. Donc ça répond un peu à la suggestion d'Élise. Rechercher donc des espaces de dialogue entre producteurs bio et conventionnels qui permettent de favoriser une meilleure connaissance mutuelle des contraintes du producteur bio, du producteur conventionnel, etc. Je pense à l'exemple que donnait David. On voit qu'une part disons, du problème venait du fait notamment que le voisin conventionnel n'avait pas du tout conscience des conséquences réelles qu'une contamination allait avoir sur l'activité de David. Et donc, cette méconnaissance, on peut voir qu'elle peut déresponsabiliser le voisin. Dès lors qu'on lui apporte des connaissances sur les conséquences concrètes, ça peut le responsabiliser. On peut voir d'ailleurs, avec l'exemple qu'a apporté Sabine, que ça ne suffit pas toujours et qu'effectivement, parfois, on est face disons, on est face à un mur malgré des efforts de dialogue. Et enfin, le dernier axe du projet GERICO, c'est de réfléchir à un système d'indemnisation plus efficace des pertes liées à des contaminations. Donc, on peut le voir, déjà, il faut que les indemnisations prennent en compte tous les efforts qui sont mis en œuvre par les agriculteurs pour reconnaître le préjudice, pour identifier le responsable, etc. Également, aujourd'hui, on a tout simplement une assurance responsabilité civile qui est difficile à mettre en œuvre, qui est difficile d'accès et qui décourage en fait beaucoup de producteurs. Donc, il y a peut-être une question à se poser sur la complexité administrative de l'accès à l'indemnisation. Je vais insister, étant donné qu'on est sur disons un séminaire qui s'adresse surtout à un public agricole, sur le premier objectif, donner des outils pour aider les producteurs bio.
Donc, on a développé des kits, ce qu'on appelle des kits, qui ont pour objet de diminuer, donc de répondre à 2 questions. La première étant diminuer le risque de contamination à la ferme. On a abordé la chose un petit peu donc, à l'image des interventions qu'on a eues sur, disons, par un biais relationnel. C'est-à-dire que notre objectif, c'était de faire en sorte que le kit y réponde à toutes les situations et que donc on soit arboriculteur avec un environnement majoritairement conventionnel ou grande culture, un environnement majoritairement bio, etc., etc. Enfin, je prends des exemples absurdes et divers, mais disons on est conscient que des producteurs bio, il y en a 40 000. Il y a plein de productions différentes, il y a plein de contextes différents. Comment faire pour faire un outil qui réponde à tous ces besoins et tous ces contextes, qui, autant que faire se peut, parle à tout le monde. Et ce qu'on a pu voir en échangeant avec les groupements régionaux d'agriculture bio notamment, et en récoltant des témoignages comme ceux de David ou de Sabine ou d'autres, c'est que l'élément qui allait faire, disons, la plus grande différence entre un contexte et un autre, c'était la relation avec le producteur conventionnel, c'était la qualité de cette relation. Et on voyait que la possibilité d'obtenir une indemnisation en cas de contamination, la possibilité de mettre en place des infrastructures de protection efficaces, tous ces éléments qu'on voulait travailler, ils étaient conditionnés pour une bonne part à la qualité de la relation avec le voisin. Et que donc du coup, on n'allait pas décréter dans un kit qu'on enverrait sous format PDF aux groupements régionaux d'agriculture bio ou autres, que la relation serait bonne. Donc, notre objectif, ça a été de donner des outils aux producteurs et aux productrices qui avaient une bonne relation de voisinage. On va prendre l'exemple un peu de David. David, on voit que la relation est possible et que le dialogue est possible et que donc du coup, ce sont des gens qui, on va vers eux, ils reconnaissent leur tort. Mais il fallait aussi donner une réponse aux situations comme celle de Sabine, où il faut avoir des informations concrètes, juridiques, etc. Donc voilà un petit peu l'approche et voilà pourquoi, comme vous pouvez le voir, on a une première partie, je souhaite trouver des solutions avec mon voisin parce que le dialogue est possible. Et à ce moment-là, ça va passer par de l'échange d'infos, éventuellement des opérations comme de l'échange de parcelles, euh, de l'anticipation sur les traitements, etc. C'est-à-dire que ce que Sabine appelait de ses voeux, à savoir une obligation de prévenir le prédicteur conventionnel quand il y a un traitement, quand la relation est bonne avec le voisin, il est envisageable qu'il vous prévienne en amont du traitement pour que vous soyez là, que vous puissiez éventuellement lui dire écoute, moi, ce qu'on voit, c'est que dans 2 jours, là, il y a des bons vents dominants dans notre sens. Est-ce que tu ne veux pas le retarder un petit peu, etc., ton traitement? Bref, utiliser cet échange d'informations comme étant un outil de prévention et pour diminuer la contamination. Et ensuite, il y a toutes les mesures à mettre en place en commun, les mesures, donc on peut penser aux haies, aux filets, etc., etc. Donc ça, j'y reviendrai. Et donc la deuxième partie du kit s'attache à la situation, disons, où la relation avec le voisinage est difficile, où le dialogue est difficile. Et donc comment, du coup, l'outil pour diminuer le risque, qu'est-ce que ce sera? Ce sera la dissuasion. Et la dissuasion, elle peut passer par quoi? Elle peut passer par plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on a eu des retours d'expérience de producteurs qui ont présenté, par exemple, des résultats d'analyse positifs à leurs voisins, et ces derniers donc, ont compris qu'il y avait un problème. Déjà, ça les a amenés à changer leur comportement. Quand ça ne suffit pas simplement de montrer qu'il y a effectivement un problème et qu'on ne parle pas, disons, d'un problème imaginaire, mais d'un problème concret, la solution peut passer du coup par la présentation et l'explication et faire prendre conscience à son voisin que l'on connaît ses droits et que, en cas d'advenue d'une contamination, la réaction sera donc juridique et elle sera en vue d'obtenir une indemnisation par la responsabilité civile du voisin. Donc ça veut dire concrètement que le voisin sera rendu responsable et devra assumer les responsabilités du préjudice qu'il fera subir au producteur bio. On sait bien qu'on s'engage sur, disons, un terrain qui est difficile pour le producteur bio. L'exemple de Sabine le montre bien. C'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup disons, de rigueur nécessaire. C'est beaucoup de. En plus, c'est pas, je pense que tout le monde le mesure, un sujet, disons, qui est facile psychologiquement pour un producteur bio de se retrouver déclassé. Donc, c'est pour ça aussi que cette partie, elle essaye autant que possible d'offrir des interlocuteurs, d'indiquer les interlocuteurs qui permettront d'accompagner, d'aider un producteur qui est dans cette situation de confrontation avec son voisin. Mais donc, elle offre des outils
pour essayer de dissuader son voisin. Rapidement, pour clôturer sur ce kit, comment diminuer le risque de contamination, qui est un kit sur la prévention du risque, ce n'est pas quand la contamination est arrivée, c'est avant ça. Il y a tout un travail qui a été fait aussi sur les outils mentionnés régulièrement, comme par exemple la haie, pour intercepter la dérive. La haie, c'est un peu l'outil c'est un peu l'objet, disons, qui est mentionné systématiquement, mais dont on ne sait pas forcément quelle est l'efficacité. Et le fait est que scientifiquement, on a assez peu de bibliographie là-dessus. Par contre, il y a des pratiques. Et il y a des praticiens qui ont travaillé le sujet depuis une bonne vingtaine d'années et qui conseillent aujourd'hui sur le terrain des producteurs pour mettre en place des haies anti-dérive adaptées à leur territoire, avec des essences locales, etc. Et ça, on les a contactés, c'est notamment la fac agroforesterie. Et ces derniers, ils pourront, et ils ont un réseau qu'ils ont accepté de mettre à disposition donc, dans le kit, pour conseiller les agriculteurs, pour mettre en place des infrastructures qui sont adaptées à leur territoire et à leurs enjeux. Sachant qu'on doit penser la haie, si on la pense pour une fonction anti-dérive, en fonction de la culture du voisin, et non pas en fonction de sa culture soi. Ensuite, il faut justement que cette haie, elle soit utilité, qu'elle apporte aussi des atouts en biodiversité, etc., etc. Mais tout ça, en fait, il y a des gens qui sont plutôt experts du sujet, qui pourront vous apporter des réponses. Donc voilà, l'idée de ces kits, c'est aussi d'apporter des repères et des référents. Je vois que le temps court. Je vais passer sur les plus par rapport aux kits existants, parce que bon, j'aurais surtout exprimé ce qui est contenu dans ces kits. L'autre kit que l'on apporte, que l'on réalise dans le cadre de Jericho, c'est un kit que faire en cas de contamination. Donc, qui s'adresse à un agriculteur ou une agricultrice qui constate une contamination. En fait, on a deux cas de figure. Soit c'est l'agriculteur ou l'agricultrice qui constate elle-même la contamination ou lui-même la contamination. Donc, comme là, ça a été le cas pour Sabine et David. Ou alors, on reçoit la mauvaise nouvelle d'un déclassement parce que l'organisme certificateur, dans le cadre de son plan de contrôle habituel, de routine, a réalisé une analyse et constate un résidu de pesticides. Les capacités d'action et d'agir sont très variables en fonction de si on se retrouve dans le cas 1 ou dans le cas 2. Concrètement, dans le cas 1, il faut être très réactif, il faut être très rigoureux, etc. Il faut rassembler des preuves et tout le processus pour rassembler des preuves, pour établir la responsabilité est détaillé dans le kit, donc par phase. Mais tout cela est possible parce que justement, on est on est proche du fait générateur, comme on dit en assurance. Le fait générateur étant la contamination, on peut vite faire des analyses, on peut essayer d'identifier quel jour c'était, etc., etc., etc. Même si on voit que ce n'est pas forcément évident. Dans le deuxième cas, là, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il peut y avoir un temps assez long entre le moment où on a été contaminé et le moment où l'analyse révèle, où il y a un prélèvement d'échantillons et donc une analyse qui révèle une contamination. Et donc, la distance entre le fait générateur et le préjudice va faire que ça va être très difficile de rassembler des preuves de la culpabilité, en tout cas de la responsabilité du voisin. Donc, on n'évite pas, disons on assume, disons, dans ce kit et dans cette deuxième partie du kit, dans le cas 2, le fait qu'aujourd'hui, la réponse, elle est incomplète et qu'elle passera notamment donc, une meilleure réponse par des évolutions réglementaires, un petit peu comme ce que dit Sabine, à savoir potentiellement une obligation pour le voisin de prévenir son voisin bio quand il y a un traitement qui est prévu. Voilà pour la structure du kit. Simplement, pour en terminer un petit peu là-dessus, la formalisation et peut-être que certains attendent. Attendez, excusez-moi, il y a l'équipe de la FNAP qui m'appelle. J'aurais dû couper de Skype. Ces kits donc seront disponibles en page web ainsi qu'en PDF téléchargeable d'ici 2021, début 2021. Là, on est vraiment en train de peaufiner les choses. Une version vidéo est également en cours de réalisation et sera disponible rapidement. On a déjà une première vidéo de visible, alors qui n'est pas en ligne encore. On fera un package entier. Et donc voilà, l'idée, c'est de finir en janvier 2021. Et donc moi, j'en ai terminé sur cette présentation des outils collectifs qu'on a essayé de mettre en place. Alors, je vais couper
le partage d'écran. Et alors, est-ce qu'il y a des questions un petit peu? Est-ce que David et Sabine, vous avez fait le suivi des questions? Non, moi, je voulais juste, par rapport à tout ce que tu as dit sur les haies, moi j'ai planté avec le réseau AFAC, justement, donc l'association départementale locale. C'est en effet, voilà, en général des arbustes très bien adaptés. Par contre, en tous les cas, quand on a des voisins très, très méticuleux et qui, enfin, en tous les cas, très utilisateurs de pesticides, comme c'était mon cas sur le bord est, hein, c'était connu depuis le départ. À mon sens, il vaut mieux éloigner la plantation et ne surtout pas se mettre en bord de champ. Dans mon cas, éloigner ça de 5 mètres, c'était indispensable. Ma voisine, qui elle ne peut pas faire ça parce qu'elle a beaucoup moins de foncier, a perdu sa haie 2 fois en 15 ans, complètement, hein, du fait des dérives. Donc voilà, c'est un sacrifice, par contre, un sacrifice foncier supplémentaire pour les producteurs bio. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient un petit peu pénible, je trouve. Et du coup, là-dessus, il y aurait peut-être aussi une action à faire pour que dans ce genre de cas, éventuellement, ça puisse être réparti. Oui, tout à fait. Effectivement, ça fait partie. En fait, je précise, tous les outils à mettre en place. On a utilisé le terme outil pour parler d'une haie, c'est un peu froid, mais malgré tout, en tout cas, toutes les infrastructures que l'on peut mettre en place pour se protéger. En fait, le kit de contamination qu'on a réalisé a pris le parti de ne pas considérer que c'était forcément aux producteurs bio de les mettre en place. Un petit peu, je dirais, à l'inverse de ce que préconise le règlement bio, qui, de manière un petit peu injuste, en fait, impose aux producteurs bio, ou en tout cas faire reposer sur le producteur bio l'intégralité des efforts de protection contre les contaminations extérieures. Nous, on a pris le parti de dire qu'en réalité, il était quand même possible d'envisager et souhaitable d'envisager que cette protection, donc cette protection qui au fond est un outil de coexistence, doit être pris en charge par les deux parties, si ce n'est par la partie conventionnelle, puisqu'à priori, on est sur une pratique conventionnelle et non pas sur une pratique bio. Donc on pourrait aussi imaginer que ce soit tout simplement aux producteurs conventionnels de le faire. On sait qu'on ne voulait pas non plus faire, disons, un conseil qui soit trop éloigné du terrain et qui soit trop dans le domaine du vœu pieux. On voulait quand même que la lecture, disons, soit le plus opérationnelle possible. Mais disons qu'à minima, on s'éloigne du règlement bio pour rentrer dans quelque chose de peut-être un peu plus juste. Et du coup, ça pourrait être justement, si on ne veut pas faire trop de sacrifices et qu'on plante nous quand même une haie, c'est-à-dire ça c'est déjà un investissement, bah, que la bande tampon, typiquement moi j'ai dû la mettre chez moi, mais ça serait la ZNT qui serait de l'autre côté, entre guillemets, enfin, si on veut faire des équivalences avec la réglementation qui existe. Exactement. Oui, moi je me permets d'apporter un complément également. En Drôme, par exemple, on a vu des communes là, qui prenaient des arrêtés qui ont été cassés administrativement pour protéger les riverains des problèmes de pollution, de dérives pesticides. Hein. Enfin, ça a été, pas qu'en Drôme, hein, dans plein de, je crois, de communes de France. C'est vraiment urgent que nos responsables politiques prennent leurs responsabilités. Enfin, autant moi, travaillant en bio, je trouve que c'est l'obligation de moyens est indispensable. Et donc, je trouve que c'est normal d'avoir une zone tampon et que ma haie soit à 3 mètres de chez le voisin, par exemple. De toute façon, une haie, c'est légalement au moins 2 mètres de la propriété limitrophe. Par contre, évidemment, il faut absolument que les agriculteurs conventionnels, enfin nos collègues, hein, parce qu'on est tous producteurs, on est tous agriculteurs, prennent leurs responsabilités. Et moi, je pense qu'il y a vraiment un déni des responsables professionnels, malheureusement, qui les représentent. Il est inacceptable aujourd'hui que l'on puisse être contaminé. Ça veut dire que, et bien évidemment, les dérives, les buses, comme on appelle antidérives, sont absolument insuffisantes. Je veux dire, de réduire les distances, etc. Enfin, je veux dire, ça c'est. Enfin, je pense que c'est assez facile à prouver, mais il y a un déni des responsables professionnels du monde conventionnel. Je suis désolé, je pense qu'il faut aussi le dire. Et il est urgent et il est temps que le législateur passe par là pour donner des garanties à tous. Voilà, ce serait mon mot. Merci du coup, David. Je précise d'ailleurs qu'il y a il y a un travail qui est mené de notre côté, alors mais c'est un travail syndical, donc il n'appartient pas forcément au travail et aux échanges qu'on a là, qui sont d'ordre plutôt d'information à ce stade. Mais effectivement, on travaille également là-dessus. On a des questions donc, qui sont
disparu. Sabine, je crois que tu as voulu répondre à cette question en direct. Alors, c'est une question d'Élise. Peut-être rendre plus visibles les parcelles bio avec des signalétiques, etc., afin que le voisinage sache que la parcelle est cultivée en bio, ce qui permettrait au passage une publication auprès du grand public qui passerait au bord de la parcelle. Est-ce que, Sabine, tu avais… Alors, moi, je n'ai pas d'affichage, enfin, si ce n'est quand on arrive sur la ferme PEDA, évidemment, il y a quand même tout ce qu'il faut. Du côté de chez mon voisin, en fait, quand je me suis installée, moi, j'ai fait vraiment le nécessaire pour aller voir tous les voisins, j'en avais 4, et notamment celui-ci dont tout le monde m'a prévenu qu'il était un peu, voilà, un peu strong. Donc, je me rappelle au démarrage, à l'installation, j'étais même allée le voir, lui et sa famille. On avait apporté des petits trucs pour boire un coup avec lui, discuter de la bio, de ce que ça impliquait, du fait qu'on était à l'Est, qu'on allait planter une haie. Enfin voilà, donc on a vraiment, et ça s'était pas mal passé d'ailleurs, mais je lui avais vraiment bien spécifié qu'il fallait qu'il respecte notamment le sens du vent et que comme on avait du vent d'Est assez fréquent, il fallait qu'il fasse attention. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Voilà. Mais non, enfin, moi j'ai fait le nécessaire. Après, je me demande actuellement s'il ne faut pas que je fasse quand même un petit courrier pour expliquer ce qui m'est arrivé cette année à ce voisin-là, parce que je ne sais pas exactement, moi je l'ai vu que pendant l'expertise, ce que l'assurance lui a dit ou pas après, ce que ça implique pour moi derrière, c'est-à-dire que si je dois faire chaque année des analyses et un litige, ça ne va pas être gérable, mais qu'en tous les cas, je ne laisserai pas passer. Donc voilà, de manière à ce que il intègre ça dans ses réflexions. Et j'ai un autre voisin, mais qui est plus éloigné et qui est quand même beaucoup moins utilisateur de pesticides, mais à qui je pense envoyer également un petit courrier sur le mode convivial, hein, mais voilà, pour l'informer également de ce qui est arrivé cette année et avoir une trace des échanges de manière à ce que lui aussi sache que je ne peux plus me permettre d'avoir ce genre de doute, de crainte ou de dérive sur ma parcelle. Donc ça, je pense que je vais le faire. Ok, merci pour la réponse. Du coup, est-il possible d'avoir accès au chiffrage de… Donc, c'est une question de Tanguy Delin. Est-il possible d'avoir accès au chiffrage de l'Observatoire des contaminations réalisé par la FNAB? Quelle est la part des contaminations volontaires et intentionnelles par les voisins antibio, par exemple? Plusieurs questions du coup. Alors, bon, c'est un petit peu beaucoup de dire que c'est un observatoire des contaminations qui est réalisé par la FNAB. On a aujourd'hui un outil qui s'appelle Securbio, qui est géré par l'ITAB et enfin, qui a été créé par l'ITAB et qui est géré par le Synabio, donc le syndicat des transformateurs et distributeurs 100% bio, qui est un outil qui appartient au Synabio, qui, eu égard à son caractère peut-être un peu sensible en termes de traitement de l'information, n'est pas public à ce jour, parce que c'est vrai qu'on peut faire dire un peu tout et n'importe quoi. A priori, il ne donne pas des chiffres différents de ceux de… Enfin, a priori, non, je le sais même pour avoir travaillé dessus dans le cadre du projet Jericho, il ne donne pas des chiffres très différents de ceux que je vous ai donnés au début, les chiffres de l'EFSA, qui correspondent donc aux chiffres européens et qui sont à peu près les mêmes en France. Donc, moi, je peux échanger sur ces éléments-là, mais c'est vrai qu'on n'a pas accès à une base de données contamination en bio. Et ça manque peut-être, mais je pense que c'est aussi parce que c'est un peu sensible. Alors, la part des contaminations volontaires et intentionnelles, moi, j'aurais tendance à dire que c'est assez anecdotique. De mon expérience, disons, subjective enfin voilà, c'est sur une approche très qualitative. Je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas de sondage, mais on voit que même dans le cas de Sabine, on ne peut pas forcément dire que le voisin ait volontairement essayé de contaminer. En fait, il faisait son travail de producteur conventionnel, mais il le faisait mal. Mais voilà, en fait, c'était dans une intention enfin, voilà, dans ces techniques de production. Et donc, voilà, ensuite, disons, le caractère anti-bio ou hostile du voisin ne va pas améliorer ou ne va pas l'amener à changer ses pratiques si le voisin passe en bio. Donc, je dirais que tout est lié, mais alors des cas, disons, on a eu un cas un peu médiatique en Bouches-du-Rhône. Effectivement, là, voilà, il y avait un conflit de voisinage et une intention de nuire par les pesticides sur des parcelles bio. Mais ça, moi, c'était la première fois que j'en entendais parler depuis 3 ans que je travaille le sujet.
et en essayant de recenser un petit peu. Voilà ce que je Là-dessus, pense. j'avais une question d'ailleurs qu'on n'a pas évoquée tout à l'heure. C'est que ce voisin-là, quand il a été confronté en expertise contradictoire, a dit, bon, oui, c'est vrai que peut-être à la fin du traitement, j'ai constaté que le vent se levait. Enfin bon, bref, mais j'étais à l'autre bout de la parcelle, bien sûr, il n'était pas du tout à l'endroit. Mais en tous les cas, ce qu'il disait, c'est, bah, vous savez, une fois que j'ai rempli mon pulvé pour aller faire le traitement, bah, si le vent il se lève quand je suis en route pour aller le faire ou quand j'ai commencé, bah, je dois vider ma cuve. Et moi, je me suis posé la question, je n'y ai pas pensé après, mais est-ce que vraiment ils sont obligés de vider leur cuve si les conditions météo ne sont plus du tout compatibles, si elles ne sont plus réglementaires? Qu'est-ce qui les oblige à vider cette cuve et à continuer le traitement alors que le vent s'est levé, par exemple? C'est une bonne question, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas d'obligation de vider la cuve si le vent, si le vent se lève, David. Oui, alors ça me fait sourire parce que même s'il n'y a absolument rien de drôle, c'est exactement ce que m'a dit donc Christophe, le traitement fait par grand vent, là, ce qui était enfin, insupportable hein, sur le deuxième cas. Et il m'a dit, oui, je suis désolé, mais quand j'ai rempli ma cuve le matin, il n'y avait pas de vent et le Mistral s'est levé et j'ai bien dû finir ma cuve. Et exactement la même phrase, c'est intéressant quand même. Et là, Euh, les assurances, elles ont gobé ça, hein. C'était, ben oui, vous comprenez, vous avez vos contraintes, mais il a aussi les siennes. Sa cuve était pleine, il fallait qu'il la vide. Vent, pas vent, voilà, c'est comme ça, quoi. Je vais poser la question. Je vais poser la question à la FNQMA qui travaille avec nous sur le sujet, qui a des juristes qui savent qu'est-ce que c'est la juridiction qui a trait aux enjeux phyto. Donc, ça pourrait être intéressant, effectivement, de savoir la recevabilité de cet argument. Et comme il est souvent employé, visiblement, c'est de la vente en kit, c'est-à-dire FAQ. Enfin, tu vois, si on vous dit ça, ben, c'est recevable ou ça l'est vraiment pas. Ce serait intéressant. On arrive au bout. On a encore une question de Nanja Bredic. Est-ce que vous êtes en contact avec les assureurs sur ces problèmes? Effectivement, donc le projet Jericho nous a mis en contact avec les deux principaux assureurs, donc Groupama et Pacifica, et on a pas mal échangé avec eux, notamment sur la question de la qualité de la prise en charge de l'indemnisation en bio. Donc oui, on suit effectivement le sujet avec eux. Ceci dit, c'est pas forcément des interlocuteurs, disons, qui servent notre vision des choses dans tous les cas, puisque pour ce qui est en tout cas de la prise en charge du problème lorsqu'une contamination intervient, effectivement, la garantie protection juridique, et ça, ici, il y a peut-être ça fait partie des points que j'espère vous aurez retenu de ce séminaire, c'est qu'effectivement, avoir une assurance et une garantie protection juridique, c'est quand même une sacrée aide s'il y a une contamination qui intervient. Donc ça, j'invite les agriculteurs autour de la table à vérifier, pour d'ailleurs pas seulement les questions de contamination, qu'ils ont bien une garantie protection juridique, et c'est souvent inclus dans leur assurance multirisque, donc ça ne coûte pas forcément très cher. Et c'est une sacrée aide, hein, parce que voilà, la procédure à mettre en place si vous avez une contamination et que vous n'avez pas cette assurance, elle est détaillée dans le kit, et elle est compliquée, hein. Faire ça tout seul, c'est pas évident. Le problème, c'est aussi que quand même les assureurs ils peuvent être tentés de faire une police d'assurance auquel souscriraient les bio, que paieraient les bio et qui du coup les couvrirait contre le risque de contamination. Et je sais qu'on a certains assureurs qui sont en train de réfléchir à ça. Et donc à ce moment-là, là, on aurait un peu tout perdu, puisque au fond, ça veut dire que à la fois le producteur conventionnel, bah, et du coup, il a même pas, enfin lui, c'est pas sa responsabilité juridique qui y jouera, et c'est le producteur bio qui paye pour la couverture du risque. Donc là, on est moyennement chaud, je vous avoue, au niveau de la FNAP pour une solution comme ça, mais il ne faut pas se leurrer. Effectivement, les assureurs, ils ont un business model qui repose en partie sur ça, quoi. Donc, on ne les empêchera pas de le faire, mais ce n'est pas forcément des choses qu'on préconisera parce qu'on se dit qu'en fait, si le producteur conventionnel est conscient du fait que c'est lui qui assumera ce risque, et ben, ça va potentiellement faire diminuer le risque. Donc, autrement dit, en fait, si un système d'indemnisation doit se mettre en place, il doit être pollueur-payeur et non pas faire reposer le coût et la responsabilité du risque sur le pollué. Voilà pour le discours qui sort un petit peu du financement éco-phyto. Il y a encore une question de la part de Élise. Donc, il y a beaucoup de préjugés de la part du grand public du type ça ne sert à rien de cultiver une parcelle bio si celle du voisin est en conventionnel. Effectivement, c'est quelque chose que j'ai très souvent entendu, car la parcelle bio est contaminée par les produits phyto venant de la parcelle voisine. Aussi,
il serait intéressant de publier et communiquer ces chiffres officiels sur les faibles et peu nombreuses contaminations en bio. Et je vous invite à taper contamination en bio et vous verrez qu'il y a un article de l'agence bio qui dit rien d'autre que ce que j'ai déjà dit. Donc, il y a déjà des efforts de contamination. Les antibiotiques, si on les appelle comme ça, sont assez structurés et sont assez efficaces en termes de communication en ce moment. Ça fait peut-être partie des chantiers sur lesquels on va travailler. Mais on mesure effectivement la part, disons, de défense aussi de l'agriculture biologique en tant que telle que l'on pourrait retrouver dans ce travail Jéricho. C'est aussi pour éviter de se faire attaquer sur ce sujet-là qu'on a décidé de le prendre un peu, prendre le taureau par les cornes. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire et que c'est pas facile pour ceux à qui ça arrive. Donc, ils ont aussi besoin du soutien de leur réseau. Et moi, je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que… Oui, effectivement, Nanja, l'assurance spéciale bio se retournera contre l'assurance de l'agriculteur conventionnel. C'est une option, effectivement, qui est posée. Donc, il faut que ce soit le cas. Il faut juste que ce soit le cas. Mais voilà, il ne faut pas forcément comment dire, opposer l'assurance privée au principe pollueur-payeur. Mais dans la réalité, si l'assurance privée ne permet pas d'établir la responsabilité du voisin, l'assureur privé va faire reposer le prix, notamment par son système par le prix de son assurance et de ses polices d'assurance sur le producteur bio. Donc voilà, si le dispositif n'est pas tout à fait, est pas aussi parfait qu'il pourrait l'être sur le papier, à ce moment-là, on ne se retrouvera pas avec un système pollueur-payeur. Faut faire attention à ce que ça peut devenir, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas opposer forcément privé et public là-dessus. Il est 11h42. Nous avons donc dépassé un petit peu le temps. Certains spectateurs sont partis. Je vous remercie beaucoup, David, Sabine et Magali, pour aussi l'encadrement. On ne te voit pas très bien, Magali. On voit bien je pense qu'elle est en train de discuter, donc elle ne nous entendra pas. Merci donc à tous aussi. Merci aux participants et aux spectateurs donc pour leur participation et les échanges très intéressants qui sont nés de tout ça. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous.